Alors c'est vrai que c'est une expression qui n'est pas forcément évidente au premier abord. Elle pose au moins deux difficultés. La première, c'est qu'en fait, elle ne nous est pas forcément familière dans le langage courant. C'est-à-dire qu'on parle de géopolitique de l'Europe, géopolitique des migrations, géopolitique de l'énergie. La géopolitique de la nature, c'est pas quelque chose qui nous parle véritablement au premier abord. La deuxième difficulté, c'est que c'est pas non plus une expression qui est forcément extrêmement présente dans la littérature, que ce soit du point de vue scientifique ou du point de vue de l'histoire des idées. Et donc en fait, quand on a commencé à travailler sur le numéro de la revue internationale et stratégique qui s'intitule La géopolitique de la nature, avec des travaux qu'on a fait avec Philippe Descola, Bruno Latour ou Catherine et Raphaël Larère, ou de même quand on a commencé en fait à réfléchir à cette table ronde ici au Géopolitique de Nantes avec Catherine Larère, avec Séverine Codjo-Granvaux et avec François Gémen, on partait un petit peu dans l'inconnu. On n'avait pas forcément beaucoup de repères. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Je ne sais pas, c'est parfois bien de partir sans boussole. C'est parfois ce qu'il y a de plus fécond. Après, on ne part jamais totalement dans l'inconnu, on ne part jamais totalement sans repères, puisque on pioche toujours dans la grande bibliothèque des idées humaines qui nous précèdent. Simplement, chaque génération le reformule avec ses propres instruments et ses propres mots. Et c'est peut-être là que l'expression de géopolitique de la nature peut être féconde. Alors c'est vrai que l'expression de relations internationales de la nature aurait permis d'aborder le sujet de manière un tout petit peu plus générale. Parce que la géopolitique de la nature et les relations internationales de la nature, c'est pas forcément exactement la même chose. Les relations internationales de la nature, ça nous aurait peut-être permis de penser davantage la manière dont les États coopèrent dans le système international. C'est-à-dire que chaque État a son intérêt national propre, mais au sein des institutions internationales et multilatérales, elles cherchent à partir de leur intérêt bien compris, elles cherchent à coopérer dans un modèle un peu kantien. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que la coopération collective et la construction de normes nous permettent à la fois d'assurer notre intérêt collectif et notre intérêt national. C'est ce qu'on appelle la puissance de la norme. Et en faisant ça, ça permet en fait un peu d'adoucir les intérêts des États-nations, voire de les arrondir pour prendre en compte les intérêts du système Terre dans sa globalité. Le problème, c'est qu'on est toujours confronté à une sorte de plafond de verre, une sorte d'impasse. Parce qu'en fait, au final, un État-nation est toujours là pour défendre son propre intérêt national. C'est même pour ça qu'il existe. Et donc au final, on va pouvoir essayer d'arrondir les intérêts des différents États-nations. Mais est-ce qu'on va véritablement réussir à défendre les intérêts du système Terre? Ça, j'en suis pas sûr. Puisque en fait, le système international lui-même n'est pas fait pour défendre les intérêts du système Terre. Donc il y a un conflit d'intérêts là qui est fondamental. La question de l'expression géopolitique de la nature, en fait, elle est encore plus étroite. Là, au Géopolitique de Nantes, on a parlé des différentes géopolitiques, par exemple géopolitique du Sahel ou géopolitique du climat, mais très peu de gens qui cherchent à définir le terme de géopolitique. Il est d'ailleurs un petit peu galvaudé. Si vous regardez un petit peu le terme, la définition, la manière dont le terme de géopolitique a traversé les âges, en réalité, il a une connotation qui est relativement marquée. De Frédéric Ratzel à Mackinder, la géopolitique désigne en fait pas la puissance de la norme, mais la norme de la puissance. C'est vraiment des rapports de force, des rapports de puissance entre États-nations qui ne sont pas dans un modèle kantien, mais vraiment dans un modèle hobbesien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est chacun pour sa peau au niveau international, où on pourrait dire avec Hobbes qu'il n'y a pas de léviathan dans le système international. Il y a un léviathan au niveau de l'État-nation, au niveau intérieur, mais il n'y a pas de léviathan pour le système Terre. Et le problème, c'est qu'on est là, dans les deux cas, face à une forme d'impasse. Une impasse des relations internationales de la nature, parce que même des relations coopératives ne prennent pas forcément structurellement en compte les intérêts du système Terre. Et la géopolitique de la nature, c'est presque finalement encore pire, puisqu'on est dans des rapports qui sont uniquement des rapports de puissance et qui, pour le coup, sont encore moins en capacité de prendre en compte
les intérêts du système Terre au sens propre du terme, c'est-à-dire le fait qu'on soit au milieu du système Terre, au milieu des choses, au sens où les intérêts de notre planète elle-même. Donc on est face, à deux impasses parallèles. En fait, on est face à une forme d'aporie qu'il faut surmonter. Il y a quelque chose de très frappant quand même, depuis le mythe de Prométhée, depuis le Protagoras de Platon, depuis la politique d'Aristote, c'est qu'on définit la politique comme quelque chose de fondamentalement humain. En fait, l'être humain se définit comme un animal social qui vit dans la cité. La première occurrence du concept de géopolitique, on la trouve sous la plume de Leibniz dans un écrit inédit en 1679. Et il définit la géopolitique comme la réflexion qui porte sur l'état de notre Terre. Sauf qu'ensuite, il met une virgule et il précise telle qu'elle se rapporte au genre humain. Et donc en fait, on a l'impression que l'être humain a toujours déjà défini la politique et la géopolitique comme ce qui porte sur l'être humain. Il me semble que c'est là peut-être une des manières de surmonter l'impasse, c'est dans ce petit génitif de géopolitique de la nature. On peut essayer de penser en fait la géopolitique de la nature pas comme la géopolitique de l'objet nature, mais comme la nature qui fasse elle-même sa politique et sa géopolitique, qui soit actrice, qui soit sujet de la géopolitique. En d'autres termes, il me semble qu'il faut ménager la possibilité que tout cela, toute la discussion en fait depuis Platon, Aristote jusqu'à Leibniz et jusqu'à la modernité européenne, soit finalement une discussion très humaine, voire trop humaine. Il me semble qu'il nous faut ménager la possibilité de lever cette hypothèque, de lever le monopole humain sur la politique et la géopolitique.